Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, après la polémique suscitée hier par une interview de Monseigneur Lalanne sur la pédophilie, nous l'entendrons préciser ses propos qu'il a reconnus comme étant maladroits. Le lien social, l'écologie ou encore l'interreligieux, la figure de Saint François d'Assise a des choses à dire sur ces questions d'actualité. C'est l'intention d'une exposition qui se tient actuellement à Marseille, comme nous vous le montrerons dans notre reportage. 5 mois après l'appel du pape aux paroisses d'Europe pour accueillir les réfugiés, nous sommes allés à Lyon. Nous avons constaté que la demande du Saint-Père a bien été entendue. L'affaire Panama Papers, que pensent nos éditorialistes de ces évasions fiscales pratiquées par des milliers d'anonymes ou des personnalités? Et puis quelles conséquences? On en parle aujourd'hui avec vous, Jérôme Ancibero, rédacteur en chef à La Vie, et avec vous, François Hernewein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. À tout à l'heure. Et on commence avec ce journal avec une confirmation. Le pape François se rendra sur l'île grecque de Lesbos le 16 avril prochain. La nouvelle nous vient du Saint-Siège ce matin. Un voyage pour attirer l'attention sur le sort des migrants. Hier, le président grec, Prokopis Pavlopoulos, a envoyé une lettre au Saint-Père. Il l'a encouragé à venir sur l'île pour sensibiliser les gouvernements d'Europe au drame des réfugiés. La veille, c'est l'Église orthodoxe grecque qui avait souhaité la venue du pape. Cela fait des mois, des années que le CCFD Terre Solidaire et le Secours catholique appellent à une véritable transparence pour mettre fin à l'évasion fiscale. Il y a quelques jours, elles ont d'ailleurs publié un rapport pour prévenir des dangers de ces paradis fiscaux. À l'occasion de l'affaire des Panama Papers, notre journaliste Florent De Brito nous explique l'enjeu de cette lutte. Depuis les révélations des Panama Papers, on découvre l'ampleur des montages offshore. Or, la pratique est bien connue. Une personne détenant une grosse somme d'argent crée une entreprise dans un pays où la fiscalité est très arrangeante, les fameux paradis fiscaux comme le Panama. Or, cette entreprise offshore est vide. Elle sert seulement de prétexte pour créer un compte en banque dans ce pays, avec là aussi de gros avantages. Peu ou pas de frais et l'anonymat. Problème avec ces capitaux qui vont à l'étranger, c'est moins d'impôts payés au pays où réside la personne. Pour la France, on estime que c'est 80 milliards d'euros de manque à gagner, soit presque autant que la somme dépensée pour l'éducation. Les banques mondiales profitent aussi du système en mettant de côté de l'argent qu'elles utilisent ensuite sur des marchés très lucratifs, mais aussi extrêmement risqués, pouvant les amener à la faillite. Une faillite d'une banque peut avoir des conséquences sur le reste de l'économie. On l'a vu lors de la crise de 2008, c'est la faillite d'une banque pas forcément très importante qui a entraîné des problèmes de confiance très importants sur les marchés financiers. Et on s'est rendu compte aussi lors de ces différentes faillites de la crise de 2008 qu'à chaque fois, il y avait des activités menées dans des paradis fiscaux où l'endettement avait été démesuré. Avoir un compte offshore est tout à fait légal, même pour un Français. Il lui suffit simplement de le déclarer au fisc. Mais alors, comment lutter contre ces comptes offshore et l'évasion fiscale? Le CCFD, Terre Solidaire et le Secours catholique estiment qu'il y a un moyen, s'attaquer aux intermédiaires. Ce sont souvent des banques françaises elles-mêmes qui aiguillent leurs clients vers les paradis fiscaux. S'il est avéré que les comptes en question, les sociétés en question ont été créées pour cacher des avoirs au fisc ou à la justice, là les banques doivent être poursuivies pour avoir facilité des pratiques frauduleuses. D'après les Panama Papers, en dehors d'entreprises et de grosses fortunes, 6 chefs d'État et 128 dirigeants politiques utiliseraient ce système. Une polémique s'est greffée hier sur les affaires de pédophilie dans l'Église avec les propos de Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise, mais aussi responsable de la cellule de veille sur la pédophilie pour l'Église de France. C'est sur ce sujet qu'il échangeait hier matin sur les ondes de la radio RCF. Au cours de la discussion, Monseigneur Lalanne a employé les mots suivants. La pédophilie est un mal. Est-ce que c'est de l'ordre du péché? Ça, je ne saurais pas le dire. C'est différent pour chaque personne. Des propos que Monseigneur Lalanne a tenu à préciser dès hier soir dans un communiqué et qu'il a qualifié de maladroit ce matin, toujours chez nos confrères de RCF. Si j'ai pu blesser tel ou tel par des propos qui n'ont pas été compris, je leur demande pardon. Ce que j'ai dit hier, mais que j'exprime fortement ce matin, c'est plusieurs choses. La première, c'est que de fait, la pédophilie, dans tous les cas, c'est un péché
objectivement grave dans sa matérialité. Donc je me souviens de phrases de Benoît XVI qui disait c'est un crime atroce qui offense Dieu et qui blesse la dignité de la personne humaine créée à son image. Donc, phrase que vous citez dans le communiqué que vous publiez hier soir. Oui, j'ai repris à mon compte parce qu'elle est forte, elle est claire, elle est nette et donc je la reprends. Mais ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que, et c'est peut-être là que je n'ai pas été compris, c'est que la question difficile qui se pose à chaque situation, qui est à chaque fois extrêmement douloureuse, c'est le degré de conscience et donc la responsabilité de celui qui commet des actes aussi atroces. Que dans une faute morale, il y a d'abord la gravité objective de l'acte, là c'est clair, puis après c'est quel est le plein consentement à cet acte, quelle est la pleine connaissance de la gravité et des conséquences de l'acte qu'on va poser. Et alors dans la pédophilie perverse, la difficulté c'est que le sujet clivé n'a pas toujours la pleine connaissance de la gravité de l'acte qu'il pose. Sachez qu'un entretien exceptionnel avec Monseigneur Lalanne sur la question de la pédophilie sera diffusé mardi prochain à la place de votre magazine à la source. Toujours concernant la pédophilie, mais en Belgique cette fois-ci, la recommandation du parquet fédéral d'arrêter les poursuites dans l'affaire dite Calice. Cette affaire d'abus sexuels avait fait grand bruit dans le pays en 2010. L'archevêché de Malines-Bruxelles avait été perquisitionné en pleine réunion de la conférence épiscopale. La justice belge soupçonnait des responsables de l'Église d'avoir couvert des actes d'abus sexuels. 6 ans plus tard, après enquête, la plupart des faits ont été classés pour prescription ou décès des suspects. Dans quelques cas, à Gand et Courtrai notamment, il y a eu des poursuites devant un tribunal correctionnel. Seul un volet de l'enquête reste ouvert. Il porte sur un prêtre qui réside de longue date au Brésil. En Turquie, une nouvelle fraternité franciscaine s'est ouverte à Izmir, dans le sud-ouest du pays. Cette nouvelle fraternité, composée de 3 religieux, veut développer le dialogue œcuménique et interreligieux cher à saint François d'Assise, un travail dans la continuité de la fraternité déjà implantée à Istanbul depuis 12 ans, comme nous l'explique frère Makuta, le gardien des 2 communautés. On a trouvé que l'islam turc est diversifié et que chaque région a une certaine particularité et que maintenant on parle du dialogue interreligieux, mais il y a aussi le dialogue avec la culture. On a trouvé qu'à Izmir, c'est une région plus laïque que les autres régions de la Turquie. Alors nous nous sommes dit que ce serait une opportunité d'être présent au milieu des musulmans, au milieu des Turcs, pour partager leur quotidien. Donc, en vivant toujours, c'est, nous disons, l'évangile, comme nous le demande saint François. Donc, c'est faire l'un d'eux, de la population. Saint François d'Assise a véhiculé de grandes valeurs comme le lien social, l'écologie, la pauvreté ou l'interreligieux, des questions aujourd'hui au cœur de notre société. Et c'est cette figure actuelle du saint italien que veut relayer l'exposition Saint François d'Assise, l'intemporel, qui se tient jusqu'au 21 mai à la cathédrale de la Major à Marseille. Notre journaliste Florent de Brito a été sur place pour mieux comprendre l'héritage de ce saint italien. Saint François d'Assise, l'intemporel. Presque 800 ans après sa mort, il suffisait de questionner les premiers visiteurs de l'exposition pour comprendre que le saint a marqué profondément la chrétienté. La pratique de l'évangile, comme il l'a fait, c'est rare. François d'Assise porte des valeurs actuelles. Quand on le voit dans le domaine interreligieux avec le sultan, quand on le voit par rapport aux plus pauvres avec le lépreux et avec les pauvres d'Assise et de son époque, le contact avec la nature. L'exposition revient sur la vie de ce fils de riche marchand qui choisira la pauvreté de la vie monastique et de se vouer à la charité pour les plus démunis. La quasi-majorité des pièces exposées vient de la collection colossale de Joseph Harakel. Cet homme d'affaires a accumulé depuis plusieurs années plus de 1200 œuvres autour de saint François. Moi, ce qui me touche chez lui, c'est sa simplicité, son humanité. Saint François était particulièrement attaché à la joie. Je dirais que ça, peut-être, de temps en temps, ça m'interpelle et j'essaie d'être un peu plus ouvert et joyeux envers les autres. L'une des pièces majeures de cette exposition, la voilà. Le manteau de saint François reposait depuis près d'1 siècle dans les archives du couvent des Capucins de Paris. Pour l'ordre, il s'agit surtout de véhiculer le message du saint. Il y a un vrai désir de faire passer une manière d'être en relation les uns avec les autres. La vie de François nous reconduit à la simplicité de qui est la personne humaine. Une personne qui est aimée,
et une personne qui, dans toutes les pauvretés que nous avons, est profondément aimée de Dieu. Saint François d'Assise, sa vie, ses écrits, son héritage sont à découvrir à la cathédrale de la Major jusqu'à la fin de l'année. Hier soir, une grande soirée sur la miséricorde en vue des JMJ a rassemblé des milliers de jeunes à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous le voyez sur ces images, les reliques de Saint Jean-Paul II, l'initiateur des JMJ, celle de Sainte Faustine, grande figure de la miséricorde, ou encore celle du bienheureux Père Popieluszko, martyr de la foi polonais, ont été vénérés par les 50 groupes de jeunes déjà constitués dans le diocèse de Paris pour les JMJ. Tous ont écouté le cardinal André XXIII sur la miséricorde, qui a rappelé que le mal n'a pas le dernier mot dans notre monde. Le monde a besoin de miséricorde, plus que d'accusateurs. Le monde a besoin qu'on lui annonce que le drame de l'homme, ça n'est pas de pécher, c'est de ne pas être pardonné. L'homme a besoin qu'on lui annonce que le mal n'a jamais le dernier mot, que les fautes que nous pouvons commettre ne sont jamais à la mesure de l'amour de Dieu. Souvenez-vous, il y a 5 mois, cet appel du pape François aux paroisses d'Europe pour accueillir les réfugiés, une demande entendue à l'époque par les fidèles du diocèse de Lyon. Depuis, une centaine de migrants sont logés et aidés dans leurs démarches administratives. C'est aussi une vraie fraternité qui est née, comme nous avons pu le constater dimanche soir lors d'une soirée entre paroissiens lyonnais et réfugiés. Plus de 300 migrants et accompagnants du diocèse de Lyon réunis autour d'un repas. C'est le cas des Simonais avec Nertile Tota. Ces fidèles du diocèse de Lyon prêtent depuis 5 mois un logement à ce couple qui a fui l'Albanie. Et si un jour c'était nous qui étions dans cette situation, est-ce qu'on ne serait pas quand même content que quelqu'un soit capable de nous tendre la main? C'est pouvoir vraiment leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent repartir sur autre chose sans nous après. Et grâce à l'aide des Simonais, la situation s'est considérablement améliorée pour le couple. Nertile a récemment trouvé un CDD dans une usine de conditionnement alimentaire et espère s'installer définitivement en France. Nous espérons que notre situation administrative régularisée. Maintenant, moi, en fin de mon contrat, après j'espère qu'il fait une CDI et après appliquer pour carte séjour et reste. En fin de repas, ambiance festive entre migrants et accompagnants. Un moment de détente bienvenu, beaucoup de ces réfugiés sont encore en attente d'une décision de régularisation ou d'expulsion. En tentant d'insérer ces personnes, le diocèse espère aussi faire évoluer le regard porté sur les migrants. Ça peut faire changer les mentalités. On commence par mettre une famille dans une famille, et puis les citoyens, qui sont les habitants du village, s'intéressent à la famille. Du coup, les associations citoyennes se fédèrent avec les paroissiens. Donc il y a tout un travail de terrain qui se fait et qui va à l'encontre de la mauvaise humeur qu'on peut entendre aujourd'hui. Dans le diocèse de Lyon, ce sont au total 50 paroisses qui se sont investies dans l'accueil de migrants. On avait découvert cette appli lors de la soirée Église et Innovation sur KTO. Eh bien, ça y est, l'appli Laquette a été lancée à Bordeaux dimanche dernier. Je vous en rappelle le principe. Vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous sélectionnez ensuite votre paroisse, vous choisissez le montant de votre don, une opération assez simple que vous pouvez réaliser avant ou après la messe et même pendant la quête. Alors, quels avantages? On écoute Paul Tréhard, son cofondateur. L'application va permettre à l'Église de toucher les nouvelles générations qui vont être amenées à donner, à faire vivre l'Église plus tard, remplacer leurs aînés. Donc non, c'est quelque chose qui a vocation à durer. C'est une première mondiale quand même et je suis étonné aussi que l'Église s'est ouverte à les nouvelles tendances. D'abord ça donne un autre regard et puis quand on y va avec des jeunes, des enfants, c'est sympa de leur montrer qu'on n'est pas complètement décalé, quoi. Et on continue notre édition avec la chronique du Père Armogat. Il revient lui aussi sur l'affaire d'évasion fiscale qui fait grand bruit, l'affaire Panama Papers.
La fuite de millions de documents venant d'un cabinet d'avocats du Panama pose plusieurs questions profondes que je voudrais rapidement évoquer. D'abord, bien sûr, le pouvoir de la presse pour le meilleur et pour le pire, qui se substitue à la justice et qui a des pouvoirs d'investigation parfois supérieurs à ceux dont peuvent disposer des juges nationaux. Ensuite, le fait qu'avoir un compte dans un pays ou dans un autre n'est pas immédiatement un délit. Et puis se pose la question de cette liste invraisemblable qui réunit des chefs d'État, des responsables de grandes organisations, et puis aussi peut-être des organisations mafieuses, des organisations terroristes, un ensemble assez époustouflant de gens qui possèdent de très grandes fortunes. Le dernier point, c'est qu'avoir une très grande fortune n'est pas un péché et que l'on peut se poser la question de la pression fiscale sur des gens qui ont de très grands revenus. Il reste que échapper au lot commun de l'imposition sur les revenus en disposant de moyens plus ou moins légaux reste quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà une grande affaire qui permet de poser quelques questions de fond, aussi bien sur la déontologie, la charge morale de la presse, que sur le bon usage de l'argent. Merci Père, on en reparle tout à l'heure de Panama Papers dans notre dossier, mais avant, c'est la revue de presse. Et on commence avec La Vie, votre hebdomadaire Jérôme Ancibero, pardon. Alors qu'est-ce qu'on va trouver cette semaine ? Cette semaine, nous sommes allés voir dans des quartiers dits difficiles, ou ghettoisés, entre guillemets, comment fonctionnait l'école. Et contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, on s'aperçoit que des initiatives sont prises et qu'il est tout à fait possible de vivre correctement et de s'épanouir à l'école, même dans des quartiers un peu compliqués. Il suffit de casser les ghettos et c'est possible. Merci Jérôme. Suite aux affaires de pédophilie concernant le diocèse de Lyon et l'éducation nationale, Pèlerin consacre cette semaine un dossier sur les abus sexuels. Comment reconnaître les signaux d'appel ? Que faire ? À qui s'adresser ? Des professionnels de l'enfance vous répondent. Dieu, les animaux et nous, c'est le dossier de Famille chrétienne cette semaine. Cruels envers les animaux d'élevage, sentimentaux avec ceux de compagnie, nous ne savons plus vraiment nous situer vis-à-vis des bêtes. Elles sont pourtant source de joie et de consolation, notamment vis-à-vis des personnes handicapées, comme le montre le reportage à Rouen avec l'équipe de Cheval Espérance. C'est l'affaire Panama Papers qui fait la une de l'hebdomadaire protestant Réforme cette semaine. Je préfère continuer à croire que la culture, l'éducation, la foi, la fraternité peuvent guider nos vies autrement que la seule domination du veau d'or, écrit notre consoeur Nathalie Lénart dans son éditorial. France catholique consacre plusieurs pages à l'association La Route de l'Europe chrétienne qui fête ses 10 ans. Elle rassemble des laïcs qui restaurent le patrimoine chrétien. Et puis Gérard Leclerc, dans son éditorial, estime que l'expression « vivre ensemble » est à revoir et préfère citer le pape François. Le phénomène migratoire pose un sérieux problème culturel auquel on ne peut se dispenser de répondre. Voilà pour la revue de presse de la semaine. Tout de suite, c'est notre dossier. Panama Papers, le père Armogad vient de nous parler de cette fuite de 11 millions de fichiers. Ils proviennent d'un cabinet panaméen spécialisé dans les sociétés offshore. Ces fuites mettent en lumière le nom d'anonymes et de personnalités qui ont eu recours à des montages financiers pour masquer leur argent dans des paradis fiscaux. C'est aussi la pratique des banques qui est montrée du doigt. On entendait l'alerte du CCFD Terre Solidaire et du Secours catholique en début de journal. On va écouter votre point de vue sur cette affaire. Jérôme Ancibéry, journaliste à La Vie, et vous, François Ernenwein, journaliste à La Croix. Alors, pour commencer, le père Armogad soulignait dans sa chronique le pouvoir de la presse dans cette affaire. En tant que journaliste, quel est pour vous le mérite de cette enquête, François ? L'immense mérite d'exister. Alors, on peut être surpris que ces révélations viennent du travail des médias, de ce consortium international de journalistes. Mais ce résultat, le fait que ça soit
des révélations qui sortent dans la presse sont la manifestation des déficiences des États dans le contrôle. Leur mollesse, on peut dire, sur cette question de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, et de nombreuses organisations internationales, de nombreuses ONG le soulignent, encore une fois, les États ne font pas leur travail concernant ce phénomène mondial de l'évasion fiscale. Jérôme ? Oui, quoi qu'on puisse penser de détails de cette enquête, la façon dont c'est présenté au quotidien, de fait, les résultats sont édifiants. Et il y a même un côté massif qui est vraiment impressionnant. Bon, évidemment, c'est mis en scène avant, pour les autres affaires du genre LuxLeaks, etc. On parlait en gigaoctets de données, maintenant on parle en millions de fichiers. Donc il y a un aspect massif qui laisse un peu pantois. Et toute la question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on va traiter la masse de ces données. Elle a déjà été un peu traitée. Maintenant, il faut voir d'un pays à l'autre ce qui sort. Et c'est plus compliqué de maîtriser aussi ça. Justement, pour vous, comment est-ce qu'on concrètement on va pouvoir lutter contre cette évasion fiscale, François ? Lutter au sein de l'OCDE, déjà, les États essayent d'avancer par l'échange d'informations, par la coopération entre différents États, pour éviter que le phénomène ne s'étende. Maintenant, sur la base des révélations, la question a été posée par le président de la République, c'est à l'administration, à la justice de faire son travail. Encore une fois, les fraudeurs fiscaux sont hors la loi, sont dans la plupart des cas hors la loi. Je ne parle pas là de l'optimisation fiscale, mais en tout cas la fraude est punie par la loi. Donc là, il y a un travail à faire. Jérôme ? Et le travail de distinction justement entre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. Je rappelle qu'il y a des centaines, des milliers d'entreprises en France ou des cabinets d'avocats qui travaillent à ça. Donc c'est parfaitement légal d'optimiser fiscalement. Et la question qui se pose aussi, de savoir comment distinguer ce qui est légal de ce qui est immoral, savoir si on peut bouger le curseur. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour tous les partis politiques, d'ailleurs. Justement, effectivement, il y a des noms de politiques dans cette liste. Alors, est-ce que, quand on est politique, eh bien, on ne doit pas avoir recours à ce genre de montage financier, selon vous ? À mon avis, ça pose un certain nombre de problèmes. Quand on est dans le champ politique, on prétend, à travers les élections, porter à un moment donné l'intérêt général. Or, si l'on prétend porter l'intérêt général, l'intérêt de tous, on ne cherche pas à se construire des petits avantages particuliers hors du droit. Jérôme ? Oui, alors je remarque que pour l'instant, en ce qui concerne le personnel politique français, il n'y a pas énormément de noms et de choses qui sont sorties ou pour lesquelles les affaires sont très claires. Donc j'ai l'impression que sur cette affaire-là, donc des Panama Papers, ça va à peu près pour la France. Mais en même temps, ce n'est qu'un cabinet d'avocats parmi des dizaines. Et au-delà de cette exemplarité des politiques, on peut aussi se poser la question, et le père Moyat la posait, la question de la pression fiscale. Il y a des opérations qui ne sont pas illégales, donc est-ce que ça ne pose pas la question aussi de la pression fiscale ? Moi, je pense que dans les États occidentaux, cette pression fiscale est acceptable. Tous ceux qui, tendanciellement, ont une forte propension à protester contre la pression fiscale sont souvent aussi ceux qui bénéficient à travers l'éducation de leurs enfants, à travers un système de santé performant, de la protection des États à travers les systèmes qu'ils mettent en place. Donc, moi, je trouve que au contraire de cet esprit frondeur et tendanciellement dandy qui fait une sorte d'élégance à frauder le fisc, au contraire, on devrait se réjouir d'être dans des régimes dans lesquels on peut payer des impôts et dans lesquels les services publics assurent la cohésion, la défense de l'intérêt général, etc. On a le droit de questionner les gouvernants sur l'usage des impôts, mais l'impôt est un bon principe. Et c'est également un excellent principe
que chaque citoyen d'un pays paye ses impôts et ne cherche pas à fonder le fisc. Est-ce que justement, ce n'est pas ce bon principe à rappeler, Jérôme ? Oui, effectivement, c'est un principe qui est toujours intéressant à rappeler. Dans la vie de cette semaine, nous avons d'ailleurs un texte d'un philosophe, Denis Moreau, qui fait un petit éloge de l'impôt. Mais ce qui est impressionnant aussi dans ces affaires-là, c'est le montant des sommes dont on parle. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement entendre que la pression fiscale puisse être élevée, mais elle est surtout élevée, on le sait, sur des classes moyennes, et elle l'est de moins en moins à mesure que l'on monte dans l'échelle des revenus. Donc il y a une sorte de paradoxe de mettre en avant la pression fiscale tout en disposant de revenus phénoménaux, comme on peut voir dans cette affaire. Et alors, pourquoi, selon vous, avec un regard chrétien, cette lutte contre l'évasion fiscale, elle est importante ? On voyait le CCFD, Terre Solidaire, le Secours catholique qui sont mobilisés sur la question. Mais l'argument fondamental de toutes ces organisations, c'est de mettre en avant la justice sociale, le partage des charges pour le lien social, pour la cohésion des sociétés. Enfin, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, sur une tranche réduite de la population, porterait la pression fiscale et pourquoi certains, à partir d'un certain niveau de revenus, disposeraient de processus permettant ou l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale. C'est proprement incompréhensible et en termes de justice sociale, proprement scandaleux. Jérôme ? Et même quasiment d'un point de vue anthropologique, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Enfin, je ne sais pas si vous faites de l'évasion fiscale, mais en tout cas, des gens qui ont la possibilité de vivre vraiment autrement, d'avoir des sociétés partout et qui sont ailleurs. Je lisais le texte d'un théologien moral britannique qui commençait son texte en disant « Les riches sont différents ». Voilà. Donc si on en est là, c'est qu'il y a un vrai problème dans l'appréhension de ce qu'est l'espèce humaine, tout simplement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Je vous rappelle que mardi prochain, c'est l'entretien avec Monseigneur Lalanne qui remplacera ce magazine. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTO.